Bon, ce matin, j'étais tranquillement en train de feuilleter le Figaro sur mon PC, et là, bim, je tombe sur cet article. 5 conseils pour détecter un mensonge au travail. Une psychanalyste liste les signaux auxquels se montrer attentif pour démasquer les tromperies. Étudiez le langage corporel, analysez le regard, fiez-vous à votre intuition. Bon, eh ben, je vais appeler le Figaro pour dire ce que je pense de cet article. Dans le cadre d'une démarche qualité, cet appel peut être enregistré. Le Figaro, bonjour, à votre écoute, puis-je avoir le numéro d'abonné, s'il vous plaît? Oui, bonjour monsieur. Non, je suis pas abonné en fait. J'ai pas cliqué sur le bouton qui disait que j'étais abonné. Alors, dites-moi, que puis-je pour vous? Ouais, en fait, je vous appelle par rapport à un article qui est paru dans le Figaro qui s'appelle 5 conseils pour détecter un mensonge au travail. Vous avez interviewé une psychanalyste qui donne des conseils pour débusquer les mensonges. Et en fait, c'était juste pour vous dire que j'avais trouvé l'article super intéressant. La psychanalyste donne des super bons conseils et tout, donc voilà, c'était juste pour féliciter la rédaction. Je pense qu'on vous appelle souvent pour plus se plaindre ou râler, et donc je me disais que fallait aussi savoir vous appeler quand c'était pour vous féliciter. D'accord, bah, c'est très gentil de votre part, effectivement, je lui transmettrai. Madame Pelloin, hein, c'est ça qui a écrit l'article. Ouais, bah si vous pouvez voilà, lui passer les félicitations, je pense qu'il faut savoir le faire aussi, quoi, parce qu'on est très prompt à râler. Quand on fait du travail de qualité, je pense que c'est bien aussi de le savoir, quoi. Bah, écoutez, c'est très sympathique de votre part, je lui transmettrai, effectivement. Merci beaucoup, merci pour le message. Merci. Bah, je vous en prie, merci à vous en tout cas de votre appel. Au revoir. Très bonne journée, au revoir. Bon, est-ce que j'ai dit la vérité à Hugo du Figaro? Non. Eh bien non, bien sûr, j'ai menti. Désolé Hugo, j'ai carrément menti même. Et si Hugo du Figaro a utilisé les techniques de la psychanalyste pour savoir si j'étais en train de lui mentir ou pas, eh ben il y a de bonnes chances qu'il se soit planté. Bon, en tout cas aujourd'hui on va s'intéresser aux mensonges et aux techniques pour le débusquer. Et on va surtout se demander si ces techniques fonctionnent. Mais avant ça, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo, une boîte avec qui je suis vraiment super content de bosser, et c'est Nextory. Alors Nextory, c'est la seule application de lecture qui propose à la fois des livres audio, des e-books, des BD, des podcasts et même de la presse. Par exemple, si vous avez un abonnement Nextory, vous avez accès à Libération, à Marianne, à tout un tas de quotidiens nationaux et régionaux. Vous pourrez également lire les super dossiers du magazine Society, comme son enquête sur le milieu du bien-être, ou plus récemment le gros dossier sur le phénomène OVNI. Et bonne nouvelle, les e-books, les BD, la presse, les podcasts, les séries audio, tout ça c'est en illimité. Et ensuite, selon votre abonnement, tous les mois, vous avez entre 15 et 40 heures d'écoute de livres audio. Par exemple, moi, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je lise les nouvelles de Lovecraft, et j'avais jamais trouvé le temps jusqu'à présent. Bon bah là, en ce moment, en voiture, je suis en train de dévorer toutes les nouvelles de Lovecraft qui sont disponibles sur l'application. Ma main droite, guidée par une audition toujours excellente, lança avec force le morceau de calcaire à l'extrémité acérée qu'elle tenait vers ce point obscur qui dégageait une forme et une respiration. Bon après, il y a aussi du contenu plus léger. Il était une fois un loup qui était très bavard. Et oui, si vous avez des enfants, il y a aussi plein de petits livres audio pour eux. Bon, c'est simple en fait, il y a tout sur Nextory, il y a 250 000 titres au catalogue, et vous pouvez passer comme ça du loup qui avait perdu sa langue à la super conférence d'Étienne Klein, le débat quantique Albert Einstein vs Niels Bohr. Dès la fin des années 1920, Einstein s'est amicalement opposé à Niels Bohr à propos de l'interprétation à donner à la physique quantique. Et si vous avez envie d'écouter des classiques, c'est évidemment possible, vous avez du Tolkien, du Camus, du Kafka, tout un tas de trésors littéraires à découvrir en livre audio. Avec le lien que je vous mets en description, vous avez droit à un essai gratuit de 45 jours, c'est sans engagement, et en plus si vous testez gratuitement l'application, bah concrètement, ça soutient le travail d'un youtubeur que vous connaissez peut-être, ça commence par G et ça finit par gramme. Bon, je sais que vous avez déjà tous en tête le fameux détecteur de mensonges, qu'on appelle aussi le polygraphe. Voulez-vous regarder droit devant vous? Alors je règle la respiration, le galvanique, je mets en marche le moteur de l'enregistrement. Alors je gonfle le brassard pour prendre votre pression et votre pouls, et nous commençons. Bon bah le polygraphe, c'est évidemment le dispositif de détection du mensonge le plus connu au monde. La machine mesure le pouls, la pression sanguine, la fréquence respiratoire et la transpiration. On pose ensuite des questions à la personne branchée au dispositif et l'opérateur analyse les courbes des mesures physiologiques comme s'il avait affaire en gros à des vagues de mensonges et de vérité. Bon, la machine a tellement eu de succès qu'il y a même eu des versions de détecteurs de mensonges de poche qui se sont vendues au Japon. On retrouve
retrouve le truc dans tout un tas de films, de séries, de livres, et même plus récemment dans des concepts de vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, messieurs, dames, si nous sommes réunis avec Michou, c'est pour se poser des questions à travers ce détecteur de mensonges. Il y a un taux de fiabilité de 91%. Bon alors c'est faux, hein. La machine n'est pas du tout fiable à 91%. En fait, les scientifiques ont critiqué la fiabilité du détecteur de mensonges quasiment dès sa création. Déjà en 1971, il y a 50 ans, à l'hôpital Sainte-Anne, on s'amusait à démontrer la non-fiabilité du dispositif en réalisant des petites expériences pour le journal télé. Vous voyez le sujet en position de relaxation. Ah, ça sent vraiment la relaxation là, hein. Avez-vous eu des conflits avec votre père, avec votre mère? Oui, j'ai eu des conflits. Des conflits très graves? Oui. À la deuxième question, sur les conflits avec vos parents, est-ce que vous avez dit quelque chose qui est vrai ou est-ce que vous avez arrangé les choses? Je vous ai menti, je me suis toujours parfaitement entendu avec... Bon, eh bien, malgré ces affirmations, le tracé ne bouge pas du tout. Cette simple expérience montre que les réactions que l'on obtient avec ce dispositif ne dépendent pas de la vérité ou du mensonge que dit le sujet, que les réactions ne sont pas spécifiques et traduisent simplement des réactions émotionnelles. Bon, concrètement, ça fait des décennies que la fiabilité du polygraphe est pointée du doigt par les scientifiques. Déjà parce qu'il fonctionne selon un postulat qui n'a jamais été démontré. Et oui, parce que le postulat de base du polygraphe, c'est qu'on pourrait associer des perturbations physiologiques précises au mensonge. Et cette théorie-là, déjà, elle ne fait pas consensus, elle n'a jamais été prouvée. Mais bon, les doutes des scientifiques n'ont pas empêché le succès planétaire de cette machine, hein, qui est notamment utilisée en Inde, au Japon, en Ukraine, et s'il y a bien un pays qui devrait s'intéresser à la fiabilité du polygraphe, c'est bien sûr les États-Unis, qui est probablement le pays qui utilise le plus le détecteur de mensonges. Alors le test n'a pas le statut de preuve judiciaire là-bas, hein, mais par contre on peut l'utiliser comme pièce de dossier au tribunal, et il est très largement utilisé dans la lutte antiterroriste, dans l'espionnage, dans le recrutement des personnes qui veulent travailler pour le gouvernement, comme par exemple au FBI et à la CIA. Et après des années de polémique sur le sujet, en 2001, il y a le ministère de l'énergie des États-Unis qui a commandé à l'Académie des sciences un rapport sur le détecteur de mensonges. Alors j'ai hacké la base de données de la CIA pour avoir accès à ce rapport qui est sorti en 2003 et qui s'appelle The Polygraph and Lie Detection, le polygraphe et la détection de mensonges. Alors il y a eu plus de 2 ans d'enquête pour aboutir à ce rapport qui fait quand même 417 pages. L'Académie des sciences a épluché toute la littérature sur le polygraphe et elle juge la majorité des études non fiables, non scientifiques et biaisées. On parle ici par exemple des études qui disent que il y a un taux de fiabilité de 91%. Le rapport de 417 pages décrit le détecteur de mensonges comme un appareil intrinsèquement capable de fournir des résultats erronés, avec notamment des taux très élevés de faux positifs, c'est-à-dire des cas où des sujets honnêtes et sincères vont être identifiés comme des menteurs par le polygraphe. Les scientifiques déclarent aussi qu'aucun espion n'a jamais été découvert avec l'utilisation du polygraphe, hein, alors que pourtant il est aussi beaucoup utilisé pour ça, et ils précisent aussi, même si le test était réglé sur un niveau bas de sensibilité, pour chaque espion ou terroriste qui pourrait être correctement identifié comme menteur par un test polygraphique, on aurait des centaines de personnes honnêtes étiquetées à tort comme menteuses. L'espion ou le terroriste serait impossible à distinguer de ces centaines de faux positifs. L'Académie des sciences conclut en 2003 que l'utilisation du détecteur de mensonges est injustifiée, voire dangereuse pour la sécurité du territoire. Mais bon, au final, ce sont toujours les décideurs politiques qui tranchent, et bah concrètement, le rapport de l'Académie des sciences, il a terminé à la déchiqueteuse, et le polygraphe est toujours utilisé aux États-Unis. Bon, revenons à notre Hugo du Figaro. Écoutez, c'est très sympathique de votre part, je lui transmettrai. Hugo n'a probablement pas compris que j'étais en train de lui mentir. Et pas parce qu'il est particulièrement pas doué pour reconnaître le mensonge, non, tout simplement parce qu'on est tous assez mauvais pour détecter le mensonge comme ça, juste sur la base de notre intuition. On a par exemple cette méta-analyse réalisée par 2 psychologues américains qui nous dit qu'en moyenne, un individu détecte un mensonge dans 47% des cas. Ouais, pire qu'un pile ou face. Est-ce que tu dis des gros mots? Oui. Ah, quoi par exemple? Chi. Et t'en connais d'autres des gros mots? Non. T'en connais d'autres des gros mots? Oui. Quoi par exemple? Tu.
Et quand ce sont nos enfants qui nous mentent, eh bien contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est apparemment la même chose. On distingue très mal les mensonges. Dans cette autre méta-analyse de psychologie qui a étudié la capacité des adultes à détecter les mensonges des enfants, eh bien on tombe quasiment sur le même chiffre. Les mensonges des enfants sont détectés dans 47,5% des cas. Alors ces chiffres, ils varient un peu selon les études, mais en gros ça tourne toujours autour des 50%. Donc oui, nous sommes tous assez nuls pour reconnaître le mensonge. Et pourtant, des mensonges, on en rencontre tous très souvent. C'est moi qui dis la vérité. Alors c'est pas un sujet facile à étudier, et là pour le coup les chiffres varient vraiment beaucoup selon les études. Certaines disent qu'on mentirait tous 2 fois par jour, d'autres 6 fois. En tout cas apparemment on mentirait tous plusieurs fois par jour, que ce soit par convention sociale, pour éviter les conflits ou pour dissimuler une erreur. Bon du coup si je résume, on est confronté tous les jours au mensonge, mais on n'est pas doué pour le détecter à l'intuition. Alors à part le détecteur de mensonges, qu'est-ce qui pourrait nous aider à déceler les imposteurs? Les fédéraux ont donc commencé à passer les 2 plus grosses églises noires de l'État au peigne fin. On voit bien une expression de joie passer sur son visage, même s'il fait tout pour la cacher. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, moins d'un cinquième de seconde. C'est ce qu'on appelle une micro-expression. Regardez bien sa bouche. Le suspect cache sa joie quand je lui parle des églises que la police est en train de fouiller. J'en déduis qu'on fait fausse route. Ensuite, je lui sors ma petite théorie à moi, et là... Vous êtes à côté de la plaque. Mouvement d'épaule unilatéral. Ça trahit un manque de confiance dans ce qu'il vient de dire. Ses mots disent une chose, son corps en dit une autre. C'est un menteur. Alors vous connaissez peut-être cette série, Lie to Me, une série sortie en 2009 qui a popularisé les théories du psychologue américain Paul Ekman. Pour Paul Ekman, nos expressions faciales sont universelles et biologiquement déterminées. Notre visage, en fait, il générerait des micro-expressions que l'on pourrait ensuite décoder, par exemple, pour détecter le mensonge. Et ces théories, elles n'ont pas seulement inspiré les fictions comme Lie to Me, elles ont aussi été mises en pratique dans le réel, par exemple à travers le programme Spot qui a été validé par Paul Ekman. Alors Spot, c'est un programme de sécurité lancé aux États-Unis dans les aéroports en 2006 pour identifier les terroristes potentiels simplement par observation, en analysant notamment les expressions faciales et corporelles, en observant tout simplement attentivement les voyageurs. Concrètement, on a 3000 agents de détection du comportement qui sont répartis dans 176 aéroports aux États-Unis et qui sont payés pour observer toute la journée les voyageurs qui passent les contrôles. Et ces agents de détection du comportement, ils ont appris une liste de 92 signes qui seraient révélateurs de peur, de stress ou de tromperie. Chaque signe vaut 1 ou 2 points, les agents doivent calculer les points en observant les voyageurs, et si un voyageur a un total de points trop élevé, alors on le contrôle plus sérieusement. Alors la liste des 92 signes, elle est restée secrète pas mal de temps, mais en 2015, le document a fuité grâce à un agent de détection du comportement qui trouvait lui que ce programme c'était du bullshit. Bon alors j'ai voulu télécharger la liste secrète, mais elle est tellement secrète que Chrome refuse de télécharger le PDF. Bon, vu que je suis un hacker hors pair, j'ai utilisé une technique de pirate professionnel pour avoir accès aux documents. Et voilà la fameuse liste. Alors dans les signes révélateurs de stress, on a le fait de siffloter, on a aussi une forte odeur corporelle, apparemment c'est louche, et celui-là il est pas mal non plus, saut évident de la pomme d'Adam lorsqu'on lui demande de se soumettre aux procédures de contrôle. Alors on a aussi des signes censés mettre en évidence un sentiment de peur, comme des yeux grands ouverts, une posture rigide, mouvements corporels minimaux avec les bras près des côtés. On a aussi des rires excessifs ou des bavardages. Alors et dans les signes censés dévoiler de la tromperie, du mensonge, on a un bâillement exagéré, un raclement de la gorge excessif, un regard vers le bas, cligner des yeux rapidement, siffloter, et pour ces signes-là, si un agent en distingue 2 sur vous, par exemple vous bâillez un peu trop fort et ensuite vous vous raclez la gorge un peu trop brutalement, et là vous êtes suspect et on passe à un contrôle un peu plus poussé. Bon alors là aussi l'administration américaine a commandé à plusieurs reprises des audits et des rapports scientifiques indépendants sur ce fameux programme Spot. Parce que le coût du programme c'est quand même 200 millions de dollars par an, notamment pour payer tous ces agents de détection du comportement. Donc l'administration américaine avait quand même envie de savoir si le programme était sérieux. Et bien les rapports, ils ont à chaque fois constaté l'absence de preuves scientifiques solides pour justifier ces pratiques. Et il n'y a aucune preuve pour étayer l'idée que les indicateurs
indicateurs comportementaux peuvent être utilisés pour identifier les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sécurité aérienne. Le programme a quand même duré plus de 10 ans officiellement et il y aurait encore aujourd'hui des pratiques similaires toujours mises en place dans les aéroports américains. D'ailleurs, voilà la conclusion d'un article de 2020 que j'ai trouvé dans la revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique à propos donc du programme SPOT. Les connaissances scientifiques actuelles sur la communication non verbale suggèrent que les professionnels de la sécurité et de la justice ne devraient pas se fier à l'observation d'indicateurs comportementaux en interaction face à face afin de détecter des terroristes. Des concepts douteux à propos de la communication non verbale toutefois continuent d'être utilisés non seulement par des agents de sécurité aérienne, mais également par des professionnels d'autres milieux. Bon, alors le programme SPOT pue le bullshit à 12 km à la ronde, mais bon, c'est les Américains, ils font n'importe quoi les mecs. Nous en France, on n'a pas ça. Effectivement, on n'a pas de programme SPOT en France, mais on a un truc 100% français bien de chez nous, la synergologie. La quoi? La synergologie, cherche pas, ça a été inventé de toutes pièces par Philippe Turchet, plus précisément. C'est lui qui a inventé cette discipline en 1996. La synergologie, c'est la discipline qui permet d'appréhender l'être humain, de le comprendre, à partir de la structure de son langage corporel. Regardez ce visage. Elle se pince les deux ailes du nez. En fait, elle ne se pince pas les deux ailes du nez. Elle fait une AOD N40. Ce signe est étiqueté. Ça, ce signe veut dire il y a un problème. Ça veut dire qu'on va postuler que chaque fois qu'une personne fait ce signe-là, eh bien dans sa tête, elle se dit il y a un problème. Voilà, donc en fait, Philippe prétend avoir regardé des milliers de vidéos, notamment des interviews, à partir desquelles il a constitué une base de données des signes corporels. Et donc, par exemple, quand vous vous grattez le nez, vous faites le signe AOD N40. Bon, c'est Philippe qui a choisi le nom, hein, ça fait tout de suite plus scientifique que d'appeler ça le signe grattage de nez. Et donc, le AOD N40, apparemment, c'est un signe que vous vous dites qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous propose, dit le manager. Et le collaborateur dit « Oui, je suis d'accord. Vous voyez là, j'ai pincé ma bouche, je l'ai fermée. » Donc pendant un petit moment, il y a un message que j'ai retenu. Je suis peut-être d'accord, mais il y a quelque chose que j'aurais envie de dire en plus. Et il y a comme ça 1250 codes. 1250 codes. Il a pas chômé, Philippe. Et les codes sont vraiment très précis, hein. Par exemple, si on revient sur nos histoires de nez, eh bien je peux vous dire qu'en synergologie, quand une personne se gratte sous la narine droite, ça veut dire je ne crois pas ce que l'autre dit. Si la personne se gratte sous la narine gauche, ça veut dire je ne dis pas tout ou pas exactement ce que je pense. Attendez, c'est pas fini, hein. Si la personne se gratte au-dessus du nez à droite, ça signifie quelque chose me dérange dans ce que l'autre montre. Si le grattage se fait au-dessus du nez à gauche, alors là ça signifie il y a quelque chose qui dérange mon image. Alors la synergologie ne dit pas encore ce que signifierait un grattage de l'intérieur gauche de la narine derrière le 7e poil nasal. On n'est pas encore arrivé à ce niveau de précision scientifique, mais à voir si la discipline progresse ou pas dans les années à venir. Bon alors bizarrement, quand on s'intéresse à la synergologie, on ne trouve aucune publication scientifique, aucun travail de recherche, aucune description de protocole expérimental. En fait, on ne sait pas d'où sortent les données, ni comment elles ont été validées, on ne sait rien. Mais pourtant, cette discipline connaît un vrai petit succès. Il y a par exemple les écoles de commerce qui en font régulièrement la promotion dans les conférences. Conférence, vos gestes disent tout haut ce que vous pensez tout bas. Alors ça, c'est une conférence d'un synergologue donnée dans une école de commerce à Paris. La synergologie, une science portant sur la lecture et la communication du langage corporel. Nos étudiants se sont montrés investis et intéressés par cette science humaine encore peu connue. Voilà, ça c'est une conférence qui fait la promotion de la synergologie dans une école de commerce de Metz. Bon bref, on en trouve un peu partout. Mais bon, il y a plus grave, le milieu de la police et de la justice tombe aussi parfois dans le panneau des synergologues. Parce que comme vous vous en doutez, la synergologie sert aussi, du coup, évidemment, à détecter le mensonge. C'est aussi un outil pour détecter les mensonges. C'est aussi un outil pour détecter les mensonges. Oui, pour détecter les mensonges. Moi, c'est détecter le mensonge aussi bien pour les enquêteurs. Il y a des enquêteurs qui sont que des joueurs de poker. À Paris, par exemple, on a eu un joueur de poker qui venait jouer, qui venait 2 jours à une séance, qui repartait à la Guadeloupe, un joueur professionnel. Il revenait comme ça. Il est venu 12 fois. Il a fait de la Guadeloupe à Paris pour faire la formation. Et cette personne-là, il n'y a pas longtemps, a gagné un coup, un tournoi de poker à Las Vegas, sur un coup de synergologie. C'est-à-dire, sur un coup, il s'est dit,
Là, l'autre est en train de me mentir. Il n'a pas de jeu, c'est sûr, parce que s'il avait du jeu, il ne ferait pas cette tête-là. C'était les micro-signes. Et en fait, sur ce coup-là, il a gagné. Donc il a gagné beaucoup d'argent, ce qui lui a permis de rembourser sa formation. Et donc, on a par exemple le barreau du Québec qui a formé à un moment ses avocats à la synergologie. Des policiers de Montréal ont aussi été formés en 2009 à cette pseudo-science. Mais en France, c'est pareil. Il y a eu par exemple des policiers de Paris et du Mans qui ont été formés à ce truc. Quand ils sont face à un suspect, les policiers manceaux sont désormais bien plus attentifs à sa gestuelle, autant d'indices pour détecter un non-dit, un malaise, voire un mensonge. Il y a les bras croisés, la position sur la chaise, les micro-démangeaisons, mais aussi la bouche en huître. C'est la bouche qui est fermée, avec les lèvres qui rentrent un peu à l'intérieur de la bouche. François Chaumard, le directeur départemental de la sécurité publique au Mans. Bon, là, on peut penser que c'est quelqu'un qui a quelque chose qu'il cache, qu'il veut absolument pas dire. Donc, il va pas forcément la mentir, mais bon, il cache quelque chose. François Chaumard a bataillé pour que ces hommes suivent cette journée d'initiation à la synergologie. Ils ont visionné des interviews d'hommes politiques, de sportifs comme Lance Armstrong pour apprendre à décrypter leurs gestes. Pour le commissaire Jacques Crowley, ça leur permet d'améliorer leur technique d'audition. Ça nous donne les clés pour attirer notre attention, nous mettre en éveil sur le ressenti de l'individu qu'on a en face de nous et finalement d'orienter la suite de notre audition ou la suite de nos investigations plutôt dans une direction qui semble plus adaptée. Cette initiation au langage des gestes pourrait s'étendre à d'autres commissariats en France. Au Québec, quasiment tous les policiers sont formés à la synergologie. Et oui, parce qu'évidemment, Philippe n'a pas seulement fondé la discipline, il a aussi fondé l'Institut européen de synergologie qui propose des formations certifiantes à 7200 € pour devenir un vrai synergologue certifié. Fais pas le con, Philippe! Écoute-moi! Tous les deux, on peut se faire du fric! Bon, Philippe n'a pas voulu adopter une démarche scientifique pour faire valider la discipline qu'il a inventée, mais d'autres scientifiques ont voulu tester un peu les prétentions du synergologue dans une étude originale. Celle-là. C'est une étude réalisée par des docteurs en psychologie, des Français cette fois. Et ils se sont intéressés à la théorie des faux noms en synergologie. Alors qu'est-ce que c'est que cette théorie? Eh bien, selon les synergologues, lorsqu'une personne répond non à une question en faisant aussi un non avec sa tête, on pourrait savoir si cette personne ment ou pas selon le sens de rotation de la tête de la personne. Si on tourne d'abord la tête vers la gauche en disant non, eh bien ce serait un vrai non. Dire non et penser non. Mais si on tourne d'abord la tête vers la droite en disant non, alors là ce serait un faux non, dire non mais secrètement penser oui et donc mentir. Voilà, donc ça c'est la théorie des faux noms en synergologie et ce truc a été enseigné à des professionnels du milieu judiciaire, notamment au Québec. Cette étude a donc testé cette hypothèse. Alors je vous laisse aller lire ça si vous voulez tous les détails, mais en gros ils ont pris 40 étudiants et ils les ont placés dans un contexte d'interrogatoire avec un protocole qui allait les amener à mentir en répondant non à certaines questions. Les participants étaient filmés et leur mouvement de tête était noté. Et grosse surprise, les sens de rotation de la tête au moment de dire un non mensonger étaient aléatoire. Un tiers des rotations partaient à droite, un tiers à gauche et dans le dernier tiers, il n'y avait aucun mouvement. Alors oui, c'est juste une étude, mais c'est la seule étude publiée qui teste cette théorie des faux noms. Les synergologues, eux, ils se font pas chier à publier des études pour prouver leur théorie, non, rien du tout. Alors après, oui, on peut toujours dire qu'il reste 1249 codes de synergologie à débunker, ou enfin à tester au moins, mais bon, les scientifiques n'ont pas que ça à faire non plus. Ce qui serait pas mal, ce serait que les synergologues prouvent eux-mêmes leur théorie. Mais apparemment, c'est pas pour aujourd'hui. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, tu nous parles que des trucs qui marchent pas, tu pourrais nous parler des trucs qui marchent pour changer. Non, vous parlez pas comme ça? Bon, vu que je suis d'humeur magnanime, je peux vous parler d'un petit truc qui marche apparemment pour détecter le mensonge, mais je vous préviens, c'est beaucoup moins sexy que les prétentions des synergologues. Alors ça s'appelle Veripol et ça ne débusque que le caractère mensonger des déclarations de vol faites par écrit à la police. Alors c'est une université espagnole et une université britannique qui ont développé ça en partenariat avec la police espagnole. En fait, ils ont entraîné un algorithme à reconnaître les fausses déclarations de vol faites à la police par écrit à partir de l'examen de 1000 déclarations de vol dont la moitié étaient des fausses déclarations pour frauder les assurances. L'algorithme a été testé dans 2 commissariats espagnols et apparemment ça marche tellement bien que maintenant toute la police espagnole l'utilise. La possibilidad de que la denuncia sea falsa es 98,38%.
Bon bah par exemple, là ça sent pas très bon pour celui qui a déclaré le vol. C'est moi qui dis la vérité. Non. Concrètement, ça repère automatiquement tout un tas de facteurs communs aux fausses déclarations. Ça va être le type de vocabulaire utilisé. Il y a par exemple plus de négation dans une fausse déclaration que dans une vraie. Ça va être la longueur de la déclaration et la précision des détails. Par exemple, dans une fausse déclaration, on trouvera plus de « il y a 2-3 jours, il s'est passé ça » et dans une vraie déclaration, ce sera plutôt « jeudi, il s'est passé ça ». Donc Veripol n'est évidemment pas infaillible et son utilisation est extrêmement limitée, mais ça marche déjà mieux que l'analyse des grattages de nez. Bon, bah j'espère que ce petit tour d'horizon du mensonge vous aura plu. Désolé à toi, mon cher Hugo du Figaro, j'espère que tu m'en voudras pas trop. Promis, la prochaine fois que je t'appelle, ce sera pour te dire un vrai truc gentil. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez un lien en description pour découvrir gratuitement Nextory pendant 45 jours. Il n'y a aucun engagement, vous pouvez annuler à tout moment pendant la période d'essai. Donc voilà, profitez-en, l'application est vraiment géniale. C'était G1000 grammes, à très vite.